tous les candidats sont à peu près connus maintenant. Lors de notre dernière réunion de section en septembre, on ne connaissait pas le candidat de la droite, on ne connaissait pas encore le candidat des écologistes, on ne savait pas trop ce qui se passait à gauche. Maintenant, les choses sont un peu près claires. Et Marine Le Pen, notre candidate, qui n'est plus la présidente du Rassemblement national temporairement, puisqu'elle se dédie à la campagne présidentielle, et c'est le sens des institutions de la Ve République. Un candidat à l'élection présidentielle, il n'est plus un chef de parti, c'est l'homme de tout un peuple. Notre candidate, Marine Le Pen, a commencé depuis à peu près 2 mois une active pré-campagne à la rencontre des Français, dans des rendez-vous qui sont plutôt des rendez-vous de proximité. Vous avez sans doute vu des images de Marine sur les marchés, Marine dans une foire agricole en Lorraine, Marine à Vesoul, Marine aussi dans un certain nombre de rencontres avec des secteurs professionnels, le secteur du nucléaire, le secteur de l'immobilier. Il y a de ça 2 semaines, elle était à l'Assemblée générale de la FNIM. Puis un certain nombre de déplacements thématiques qui tissent comme ça une pré-campagne électorale qui va se solidifier et qui va s'amplifier à partir de janvier. Parce qu'en janvier, nous aurons un grand rendez-vous de cette campagne, et on vous en reparlera. À Reims, nous aurons une convention présidentielle les 14 et 15 janvier au Parc des Expositions de Reims, où véritablement Marine Le Pen lancera sa campagne. Pour l'instant, nous finissons la pré-campagne de Marine avec notamment comme mot d'ordre que vous avez pu voir sur 2 affiches. Là, c'est la même affiche, mais normalement, vous avez 2 affiches différentes. Rendre aux Français leur argent, et puis rendre aux Français leur pays. Parce que nous marchons sur nos 2 jambes. Les thèmes très importants du régalien, de l'identité, la souveraineté de notre pays, et puis une certaine conception en termes de modèle social, de protection sociale, qui naturellement est tout à fait antinomique et tout à fait contraire à une politique migratoire débridée telle que nous la connaissons. Parce que c'est où, encore une fois, je l'avais expliqué en septembre, je n'ai rien dit de très extraordinaire, chacun le sait, c'est où l'immigration de masse, ou une protection sociale décente pour les Français. C'est où l'immigration de masse, c'est où du logement pour les Français. C'est où l'immigration de masse, c'est où des emplois pour les Français. Des choses assez simples, mais que nous disons et que nous disons depuis des décennies. Nous avons, je crois, une antériorité sur ces sujets, qui sont des sujets de la préférence nationale, de la priorité nationale, une antériorité et donc, à notre sens, une légitimité politique, plus grande que certains qui, Madame Pécresse, maintenant, qui commence à découvrir les bienfaits de la préférence nationale, nous avons une plus grande légitimité qu'un certain nombre de candidats qui vont plutôt sur nos terres que l'inverse. Ce n'est pas nous qui allons sur leur terre. C'est eux qui récupèrent des idées que le Front National a insufflées dans le débat public depuis des dizaines d'années. Juste avant de laisser la parole à notre orateur et invité, qui est donc Raymond de Malherbe, conseiller régional des Pays de la Loire, à mes côtés, aux côtés d'Éléonore Revel, que vous connaissez bien, d'Hervé Juvin, qui était notre candidat tête de liste régionale. Raymond siège dans la commission des entreprises, au conseil régional. Juste avant de lui laisser la parole, un petit état des lieux, puisque je pense que Raymond parlera notamment d'entreprise, d'industrie, un petit état des lieux récent de l'actualité industrielle française, avec un certain nombre de sujets que nous avons relevés, nous, au Rassemblement national, on fait un certain nombre de communiqués sur les sujets dont je vais parler. Nous avons appris à la mi-novembre que France Relance, qui est un organisme d'État financé avec nos impôts, était en train de financer l'implantation en France d'une entreprise indienne qui s'appelle Iron Steel, je crois, Indian Steel, qui est concurrente directe d'une filiale de Saint-Gobain qui s'appelle PAM. La France est en train de donner de l'argent au secteur industriel indien pour implanter une entreprise en France, en Lorraine, à Pont-à-Mousson,
qui est une ville emblématique de la sidérurgie lorraine depuis le 19e siècle, la France est en train de payer un État étranger pour qu'il s'implante aux dépens de notre secteur industriel, alors que Saint-Gobain, en sens inverse, a lui du mal à s'exporter à l'étranger, a du mal à faire des affaires à l'étranger, et ce n'est pas complètement anormal, puisque les pays où il souhaite implanter ses marchés, s'ils sont intelligents, adoptent un certain nombre de mesures de protectionnisme industriel. Bref, nous avons là un exemple typique, et je dois dire assez caricatural, d'un protectionnisme à l'envers, d'une préférence nationale à l'envers, d'une préférence étrangère d'une certaine manière, dans un sujet comme l'industrie. Eh bien, ce sujet a été dénoncé par le Rassemblement national à la mi-novembre, le mois dernier. Ce n'est pas Indian Steel, c'est Electrosteel, l'entreprise, j'ai fait une petite erreur. Si vous regardez sur Internet, Electrosteel, vous trouverez cette histoire, ce dossier d'un soutien financier à une entreprise étrangère aux dépens de nos fleurons nationaux. Et puis, nous avons eu, en octobre, depuis 2 ans, mais ça a été soulevé dans la presse spécialisée en octobre dernier, l'aide française au développement économique, au développement industriel d'un certain nombre de pays étrangers, notamment la Chine, puisque l'État français a donné 400 millions d'euros à la Chine entre 2018 et 2020 pour son développement économique et industriel. Vous savez tous comme moi que combien la Chine est un géant économique en devenir. C'était un géant démographique jusque-là, c'est maintenant un géant économique avec ses propres fleurons. Les Chinois ne sont plus dans l'imitation, ils ont maintenant véritablement des capacités industrielles, puisqu'il y a aussi un certain nombre de transferts de technologies. Il n'y a pas de raison, à notre sens, que l'État français donne des centaines de millions d'euros par an à des groupes étrangers ou à des États étrangers pour qu'ils se développent économiquement ou industriellement. Cet argent, naturellement, serait bien plus bienvenu en France. C'est aussi un exemple d'une préférence nationale à l'envers, bref, d'une préférence étrangère dans le domaine de l'industrie. Voilà 2 exemples récents qui ont été soulevés par le Rassemblement national, notamment par nos députés au Parlement européen, dans la commission industrie. L'industrie, l'entreprise ne seront bien sûr pas les seuls sujets de cette campagne présidentielle, mais ce seront des sujets importants aux côtés des sujets liés à l'identité, au contrôle de l'immigration, au modèle de société que nous voulons, au modèle agricole que nous voulons, côté du modèle industriel. Bref, ce seront les sujets que nous évoquerons dans cette campagne. Et bien Raymond va vous expliquer cela, avec peut-être une explication aussi sur les dossiers locaux du Conseil régional des Pays de la Loire, puisque la région n'a pas de prérogative en termes d'industrie, bien sûr. Mais nous donnons là aussi de l'argent à un certain nombre de groupes industriels ou agricoles qui n'en ont pas forcément besoin, parce qu'ils sont très riches ou qu'ils sont bénéficiaires, qu'ils font des bénéfices. Et parfois aussi nous donnons de l'argent à l'étranger, parce que la région, même si ça n'est pas son rôle à notre sens, a une action à l'international. Et cet argent, encore une fois, c'est l'argent de nos impôts dont nous aimerions mieux qu'il reste dans nos poches et pas forcément aller se disperser dans des projets dont nous ne voyons pas vraiment la finalité ni l'utilité. Voilà, donc je laisse la parole à Raymond, et puis on aura un petit échange à la présentation si vous le souhaitez. Merci beaucoup Gauthier. Je suis ravi d'être là, je suis un peu très honoré parce que la Sarthe, dont je suis délégué, ne représente que 550 000 habitants, alors que c'est 1 300 000 ici. Donc vraiment, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là aussi parce que je connais Gauthier, je connais Titouan, j'apprécie tous les deux. Gauthier est vraiment un modèle de militantisme au Rassemblement national, ce qui a fait qu'il a été nommé au Conseil national. Et je pense que c'est plus que mérité. Il a été salué plusieurs fois dans des conférences de formation comme le pionnier au niveau de la communication digitale, à tel point d'ailleurs que, avec sa permission, je vais travailler suivant ses méthodes et avec les mêmes consultants pour lancer notre campagne
dans la Sarthe. Voilà, donc, alors moi je vais parler d'un certain nombre de choses. D'abord, je vais peut-être dire quelques mots de présentation, hein, parce que donc je suis au Rassemblement depuis très longtemps. Je vais vous parler effectivement des dossiers de l'argent, hein, rendre aux Français de l'argent. Comme je disais à notre ami, moi j'ai travaillé dans des multinationales, j'ai toujours ma propre société à Hong Kong, donc je connais très bien l'internationalisation, disons, vue de haut. Et c'est certain que tout le grand capital est là pour nous tondre, hein. C'est clair. Donc savoir quel est le constat, pourquoi c'est arrivé et quelles sont les solutions. Je peux vous parler aussi de la crise du Covid, parce que je crois qu'il ne faut pas oublier, et moi je le fais à chaque session du Conseil régional, de taper sur la mauvaise gestion du Covid qui nous a conduit là où on est. Hein, je vous dirai comment, bon, j'ai visité à Hong Kong. À Hong Kong, il y a 1, 2, 3 cas par jour, hein, et c'est tous des cas importés. Donc ils ont géré, ils n'ont jamais confiné, alors qu'il y a une frontière avec la Chine. Simplement, ils ont contrôlé au contrôle. Enfin, je vous expliquerai ce qu'ils ont fait, mais ils ont avant tout contrôlé aux frontières, ce que nous, on n'a jamais fait. Voilà, donc je parlerai aussi un peu de la Chine, puisque tu en as parlé, que je connais bien, que j'ai habité là-bas. Je parlais mandarin, j'étais président de la Chambre de commerce française de Taïwan, de notre action dans la région, peut-être un peu de la Sarthe. Voilà. Mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi faire le bilan de Macron, parce que lui, il fait son bilan de son côté, mais je pense qu'on est tous d'accord que c'est un bilan un peu différent de celui qui va nous chanter ce soir. Qui est toujours positif de sa part. Voilà, c'est toujours positif. C'est bien parce qu'il n'a pas de personne ne le félicite, alors il se félicite tout seul. Bah oui, c'est très bien. C'est sûr qu'il n'a pas de. C'est très bien. Il n'a pas une capacité d'autocritique très poussée. Oui. Voilà, donc écoutez, moi j'ai adhéré donc en 83, 84, je suis très, très content d'avoir adhéré, d'être toujours battu pour les mêmes idées. Et effectivement, au contraire d'Éric Zemmour, qui lui était à gauche, ensuite était sarkozyste, ensuite a voté Macron, d'après ce qu'on sait en 2017, enfin, certainement n'a pas appelé à voter Marine Le Pen. Moi, je me suis toujours battu, et puis je suis très content, parce qu'en fait, à l'époque où j'ai commencé à militer dans la Sarthe, alors avant, j'ai manifesté un peu avec le père de Gauthier dans la fin des années 70, début des années 80, dans un mouvement qui s'appelait Troisième Voie, mais ça c'est autre chose. Donc j'ai adhéré, et à l'époque on faisait 2-3%. Donc maintenant on est à 30%, donc moi je suis très content, hein. Et d'ailleurs, il y a une grande progression. D'ailleurs j'ai fait des courbes glissantes mathématiques. En fait, les journalistes ne l'ont pas dit, mais les régionales ont été notre meilleur score en 2021 de toute l'histoire des régionales pour le Front National, sauf 2015. Mais ce qu'ils ont tous oublié de dire, c'est qu'en 2015, il y avait des attentats terroristes. Donc effectivement, notre score a été gonflé, je dirais malheureusement, artificiellement, mais on a oublié de dire qu'il y avait des attentats du Bataclan 3 semaines avant les régionales, et qu'il y avait eu en janvier, alors, il y a eu 2 séries d'attentats, une en février 2015 et l'autre en novembre. Donc effectivement, les électeurs étaient très remontés. Bon, pour continuer sur une présentation, donc je suis toujours resté fidèle à ces idées-là. C'est pour ça que je déplore, j'ai toujours déploré des gens comme Philippe de Villiers, par exemple. Bon, j'étais dans la Sarthe, j'étais voisin de l'endroit où habitait Giscard, et Philippe de Villiers était sous-préfet à Vendôme, et alors que ma famille était déjà opposée à Giscard, on s'en passait déjà qui démarrait le déclin de la France. Eh bien, Philippe de Villiers, il allait tous les week-ends chez M. Giscard d'Estaing, il avait son couvert, il buvait des bonnes bouteilles chez lui, etc. Donc il a été du côté de Giscard, ensuite il a été du côté de Chirac. Donc moi j'ai vu des tas de gens comme ça trahir, être plus ou moins avec nous, ne pas être avec nous. Et je suis très content, et c'est pour ça que je suis fidèle à Marine Le Pen, parce que pour moi la famille Le Pen, c'est une famille qui est costaud comme du granit breton, ils ne bougent pas, ils sont toujours dans le combat, et ils ont en plus un sens de la justice sociale que n'a absolument pas Zemmour, parce que Zemmour, il est soutenu par une droite cynique et une droite de l'argent, et qu'il n'y aura aucun programme pour relever le pouvoir d'achat et rendre justement aux Français leur argent. Ça c'est sûr, avec Zemmour, il n'y en aura pas. Bon, je suis également conseiller municipal dans mon village, donc bon, bah, ça se passe, c'est une liste de divers gauche. Alors au début, c'était difficile pour d'avaler la pilule, mais bon, ça se passe finalement bien dans les petits villages, on peut s'entendre sur des... Et j'ai été donc pendant très longtemps, si vous avez jamais des questions à poser, mais j'en parlerai, délégué, alors bon, la Sarthe c'est 550 000 habitants, mais j'étais délégué de la plus grande zone géographique mondiale. Il n'y avait pas beaucoup de militants, c'était toute la 11e circonscription des Français de l'étranger. Vous savez qu'il y a 2,5 millions de Français à l'étranger, donc qui vivent à l'étranger. Il y a 11 circonscriptions,
de Français de l'étranger qui ont en général 200 à 300 000 électeurs. Et la 11e, c'est la zone qui va de la Russie aux îles Fidji, c'est-à-dire qui fait Russie, Chine, Inde, Japon, Australie. Et donc, j'étais délégué de cette zone où il y avait une population de 4-5 milliards d'habitants, hein, quand même. L'Asie, et là, c'est d'ailleurs dans les programmes de la région, c'est quand même, ça va être 55% de la population mondiale en 2050, hein, alors que nous, on sera à 8. Et contrairement à beaucoup de gens, moi, je crois que l'Asie, aujourd'hui, c'est un modèle de souveraineté. C'est-à-dire que les Chinois, certes, ils sont communistes, mais ils sont avant tout nationalistes. Ça, on peut en parler si vous voulez. Ils sont devenus communistes par nationalisme. Mais aujourd'hui, ce sont des gens qui défendent leurs frontières, qui défendent leur industrie. Et en fait, l'Asie, c'est pas tellement une menace pour nous, c'est surtout le fait que nous, on s'est affaiblis. Donc on s'est affaiblis, donc eux s'engouffrent, mais même au niveau de l'éducation, des concours internationaux PISA, qui s'appellent PISA, PISA, qui sont tous les 2 ans de tous les jeunes entre 15 et 18 ans en maths, en physique, en chimie, en lettres. C'est toujours les Asiatiques qui gagnent parce qu'ils ont une discipline à l'école. C'est des pays qui ont été humiliés pendant des années et qui se relèvent, enfin, je vous en dirai plus. Mais c'est une menace, c'est vrai qu'ils ne nous font pas de cadeaux. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui circulent en Chine où les Chinois disent oui, au rythme auquel vont les Français et les Européens, dans quelques années, ils viendront nous mendier notre riz. Parce que ce qui est catastrophique, c'est que, et on le voit maintenant, on l'a vu avec le Covid, etc., c'est que bon, ils sont devenus, à un moment, les industries françaises se sont délocalisées, et européennes, beaucoup par des dessous de table, hein, il ne faut pas se leurrer, hein, c'était beaucoup les cadres supérieurs des boîtes françaises qui touchaient des dessous de table pour aller délocaliser dans ces pays-là. Hein. Moi, je l'ai vu faire. Donc, mais aujourd'hui, ils représentent quand même une masse, un marché énorme qui fait que, uniquement par ce fait-là, ils sont beaucoup plus puissants que nous. Donc, ils peuvent déjà. Et on a l'ancien secrétaire général de la Fédération nationale bovine, qui est membre du Vaudreuil dans la Sarre, qui nous dit personne ne parle de la pénurie alimentaire. Et que la Chine risque de pouvoir acheter le blé 2-3 fois plus cher que ce qu'on peut payer. Et comme le blé appartiendra à des grands groupes internationaux qui sont là que pour le profit, nous, ma cache. Donc c'est un peu le risque. Bon, j'en ai fini avec ma présentation. Alors, rendre aux Français leur argent. J'en parlais avec monsieur. Hein, on était d'accord que la grosse menace aujourd'hui, c'est évidemment l'immigration massive, mais c'est les gens qui font venir les immigrés. Les gens qui font venir les immigrés, c'est les financiers, c'est les grands groupes capitalistes. Moi, je l'ai vu dès les années 70, comme un monsieur qui était militant depuis les années 72. Il y a des vidéos qui circulent de Bouygues qui expliquent oui, je fais venir des gens parce que les Français ne veulent plus travailler, parce qu'on les paye trop cher, parce que ceci, parce que cela. Donc ça existe. Ils les ont fait venir. Les gros groupes les ont fait venir pour gagner plus d'argent. Et c'est toujours la même mentalité. Donc quand Marine Le Pen dit rendre aux Français leur argent, moi je lui ai dit ce qu'il faut, alors elle a déjà été dans cette direction, c'est l'imposition mondiale des patrimoines français. Parce que le problème en France, c'est que, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe, sauf peut-être l'Angleterre, mais même l'Angleterre, l'industrie et l'économie française est entre les mains d'un petit groupe d'élite, de très gros groupes industriels et sociétés comme LVMH, comme Bouygues, qui sont effectivement des leaders ou dans le domaine de l'agriculture aussi, hein, Lactalis, des groupes comme ça, qui sont des leaders dans leur domaine au niveau mondial, mais qui appartiennent à un tout petit groupe de gens, soit les fondateurs, soit même pas les fondateurs, des prédateurs, c'est-à-dire des cadres financiers qui ont racheté des boîtes. Et donc, de ce fait que la structure est centralisée, c'est une des raisons pour lesquelles il y a une balance commerciale négative. Parce que ces groupes-là, tout ce qu'ils font, c'est des opérations financières. Moi, j'ai travaillé chez L'Oréal, donc je l'ai vu. Hein. Comme c'est des groupes énormes, ils peuvent foutre des sociétés à Hong Kong, à Singapour, dans les Bermudes, etc. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent d'usine, ils facturent leurs produits à leur société aux Bermudes, à leur société à Singapour, à leur société à Hong Kong, pour ne pas payer d'impôts en France. Donc ils produisent à un coût de 100 sorties d'usine, ils facturent à leur filiale en fait en dessous du coût, c'est-à-dire à 90, et au lieu, s'ils vendaient directement en Chine par exemple, une sortie d'usine ça serait 100, et la vente serait à disons 200 pour la Chine.
Ça, c'est ce que font les PME, parce que les PME, ils n'ont pas de sociétés financières à droite à gauche. Mais les gros groupes, eux, ils vendent sortie d'usine 100 à leur société à Singapour, aux Bermudes. Ils font tout le profit entre 100 et 200 aux Bermudes ou à Singapour, où ils payent beaucoup moins d'impôts. Ils facturent ensuite de leur société paradis fiscaux dans les grands marchés. Donc c'est une des raisons pour lesquelles tout le fric s'en va de la France. Pourquoi on a une balance commerciale négative, alors que l'Italie a une balance commerciale positive, l'Espagne a une balance commerciale en égalité, l'Allemagne a une balance commerciale positive, parce que c'est des PME, c'est des sociétés qui ne sont pas trop grandes. Un autre avantage de ces PME, c'est qu'ils ne peuvent pas surpayer les gens, parce que si vous avez un campus d'usine, moi j'ai travaillé pour pas mal de PME italiennes, tout le monde voit, ouais, toi, tu vas travailler, etc., ta voiture, ta maison, etc., tout le monde voit. Donc on ne peut pas payer un mec 10 ou 15 fois plus que l'ouvrier, parce qu'on sait très bien qu'il ne les vaut pas. Par contre, dans les gros groupes, vous avez la direction qui est dans des grands immeubles à Nanterre, à la Défense, très confortables, qui sont là à regarder les cours de bourse. Et pendant ce temps-là, leurs usines, elles sont un peu partout en France. Donc il y a une rupture totale, et les gars qui sont à la Défense, ils sont payés 30, 40 fois plus que l'ouvrier, et puis dès qu'ils voient une autre opportunité, ils s'en vont. Donc la France, elle en crève de ça. Et ça, c'est un point que j'ai souligné souvent et qui est vraiment une des raisons pour laquelle notre économie ne ramène pas tout l'argent en France qu'il faudrait ramener. Pourquoi notre balance commerciale est en déficit catastrophique, hein, puisque j'ai noté les chiffres avant de venir. En 2012, on était déjà à 65 milliards de déficit commercial, et là, on est toujours à 65 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune amélioration. Alors que l'Allemagne est positive, l'Italie est positive, je ne parle pas de la Chine, de tous ces pays-là qui sont effectivement très très positifs. Donc à partir du moment où vous exportez plus que vous apportez, ben, vous pouvez accumuler de l'argent, et nous, tout l'argent fout le camp. D'autre part, une des raisons aussi de l'appauvrissement des Français, c'est que toutes ces sociétés ont des cadres supérieurs ou leurs fondateurs qui créent des comptes bancaires un peu partout dans le monde. Et bon, moi, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, pour aller voyager, il fallait faire une demande, il y avait le contrôle d'échange, on ne pouvait pas partir avec plus de 500 euros, enfin l'équivalent de 500 euros. On avait peut-être une carte de crédit société, mais tout était très contrôlé. Maintenant, les gens peuvent aller mettre leur argent là où ils veulent. Et tous les gens dans les grands groupes, c'est ce qu'ils font. Beaucoup de ces gars-là, ils s'arrangent, bon, ils font des faveurs à droite, à gauche, partout, et puis on leur dit, bon, ben, on vous met de l'argent de côté, puis le jour où vous prenez votre retraite, vous allez vous installer là-bas, on va tout vous virer, quoi. Hein, ça, c'est le mécanisme. Hein. Alors, moi, vous savez, la réalité dépasse toujours la fiction. Hein. Donc, ça c'est mon constat, et c'est le constat que j'ai essayé d'expliquer à la présidente Marine Le Pen, qui m'a tout à fait écouté. Malheureusement, il y a peu de gens dans notre groupe qui ont une expérience internationale. Je disais à notre ami que j'étais à Davos, par exemple. Tout le monde parle de Davos, parce que j'étais directeur sur une boîte de café italienne où le patron y allait. Et bien, ces textos, ces gars-là, ils sont là pour se réunir pendant 3 jours. Leur thème, c'est la direction par le chaos, c'est-à-dire comment maintenir notre fric par le chaos, comment ramener l'argent en France, c'est quelque chose que j'ai proposé à la présidente, c'est l'imposition mondiale des gros patrimoines français. C'est-à-dire, vous avez un passeport français, vous venez à La Baule pour vos vacances, profiter des services publics et tout, oui, mais vous avez combien 50 millions à l'étranger, on va vous taxer là-dessus. Ouais. Donc, moi, je crois que c'est ce qu'il faudrait faire et que l'argent reviendrait assez rapidement. Alors, je ne le dis pas, ce n'est pas une idée, une lubie. Les États-Unis font ça, la Chine fait ça, la Hongrie fait ça, c'est-à-dire taxation mondiale. C'est-à-dire ce qui se passe, c'est que depuis les années 80, l'argent peut bouger partout. Et donc, plus personne ne contrôle rien du tout. Et donc, l'argent est parti. Tous ces gens-là, ils sont très riches. Ces patrons d'entreprise, ces cadres supérieurs, et en général, d'ailleurs, n'ont souvent pas monté leur boîte. La seule chose qu'ils ont fait, c'est avoir des copains et faire des emprunts pour acheter des boîtes. Donc, tous ces gars-là, hop, si on veut récupérer l'argent, impôt mondial. Alors, je suis très content déjà que dans son programme, la présidente ait remis l'impôt sur la finance, hein, l'impôt sur la fortune financière. Elle a remis l'impôt sur la fortune financière, c'est-à-dire qu'elle supprime l'impôt sur la fortune immobilière qui taxait beaucoup de gens qui avaient une maison, parce que leurs parents avaient une maison sur la côte. Bon, tout d'un coup, il a pris de la valeur, et c'était absolument injuste
qu'ils soient pénalisés pour ça. Donc ça, l'IFI, c'est supprimé. L'impôt sur la fortune financière et l'impôt sur la fortune, sur la fortune d'art artistique. Parce que moi, j'ai été, donc j'ai vécu, je voulais le dire, mais j'étais président de la Chambre de commerce française à Taïwan. J'ai vécu de 86 à 2020 en fait, à l'étranger. Et je me suis rendu compte que, et d'ailleurs ça m'a été rapporté aussi par ma belle-sœur qui a une carrière de peinture, du petit jeu auquel jouent les hauts fonctionnaires et les diplomates. C'est-à-dire les ambassadeurs. Ah oui, ce peintre chinois, monsieur Xuan Shitong, qui tout d'un coup, dont la valeur monte, on va faire une petite expo. Alors on fait une petite expo. Et puis on va voir le peintre et on dit, bon, on fait une expo, d'ailleurs avec l'argent français. Hein. Bon, on va promouvoir la culture chinoise. Paf. Et puis, le peintre, il donne 5-6 tableaux gratuitement à l'ambassadeur. Parce que, bon, donc tout ça, ça travaille comme ça. Et ça se passe la même chose dans la haute fonction publique. Je ne citerai pas un cas, mais le cas d'un ministre qui a été acheté des tableaux chez ma belle-sœur, c'est elle qui me l'a dit, et il m'a dit, bon, j'en achète une demi-douzaine pour la mairie que j'ai, et puis tu m'en mets aussi 3 ou 4 au même prix, parce que, voilà. Et c'est comme ça que ces gens-là gagnent de l'argent, beaucoup, sur la spéculation artistique. Je suis très content que la présidente Marine Le Pen ait intercepté ce phénomène et taxe effectivement la spéculation dans le domaine artistique. Donc ça, c'est des moyens pour corriger la dérive financière internationale où tout l'argent est parti à l'étranger, ce qui est beaucoup moins le cas en Allemagne ou en Italie, où ce sont des petits entrepreneurs, des PME ou des chefs d'entreprise qui sont moins prédateurs et qui font plus attention. Donc vous avez une balance commerciale positive en Italie et en Allemagne. Nous, 65 milliards de déficit tous les ans, c'est-à-dire qu'on s'appauvrit de 65 milliards tous les ans. Alors, le Covid, je peux vous en parler, je crois que c'est très important et je vais le refaire demain à la région. Je me suis fait traiter de vichiste, tu te souviens, à la dernière session, parce que j'ai dit, vous savez, je suis d'accord d'ailleurs sur là-dessus, Madame la Présidente, vous avez un budget qui est optimiste, vous allez dépenser tant et tant, c'est quand même 2 milliards 200 millions de dépenses, c'est pas rien, et les dépenses vont croître, mais c'est trop optimiste parce que la crise du Covid, elle est pas derrière nous, et ça on l'a dit il y a 6 semaines. À l'époque, tout le monde disait non, c'est terminé. Bon. La crise, parce que la gestion de la crise, les termes que j'ai utilisés, elle a été calamiteuse, c'est-à-dire qu'elle a été tardive, elle a été dictatoriale et elle a été inadaptée. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, du coup, ils sont pas très contents. Et puis, il y a un adjoint de Rugy, la reine, qui a dit « C'est une honte d'avoir le membre d'un parti vichiste parler de dictature alors qu'on était avec le Premier ministre Castex, qui est l'un des plus grands démocrates de notre génération. » Enfin, le Covid, c'est encore un coup où on s'est fait comment dirais-je, trahir par le gouvernement français. Moi, j'étais à Wuhan en décembre 19. Vous savez que Wuhan, c'est là où ça a commencé. Comme j'ai fait beaucoup d'affaires en Chine, je connais très bien Wuhan, qui est une des villes d'ailleurs où c'est la principale ville pour les investissements français en Chine. Parce que c'était une concession française. Vous savez que les pays européens avaient démarré au 19e siècle ce qu'on appelait des concessions. D'ailleurs que les Chinois n'en nous ont jamais pardonné, mais par la force on imposait que certains territoires étaient français ou anglais ou russes ou japonais, donc il y avait des concessions, ou anglais. Et donc il y avait une concession française à Wuhan. Alors là où les Chinois sont pas très très honnêtes, enfin ils le reconnaissent quand même, c'est que dans les concessions, les Français ils construisaient des ponts, la gare de Wuhan c'était construit par les Français, des hôpitaux, etc. Les voies de chemin de fer étaient installées par... Donc du coup, à Wuhan, il y a le plus gros investissement français et il y a surtout un très important consulat de France. C'est-à-dire que vous savez que les ambassades dans chaque pays ont des consulats. C'est-à-dire les consulats, c'est un peu le bureau de la préfecture pour les Français de l'étranger. Donc il y a un consulat à Wuhan avec 30 fonctionnaires français payés par vous et moi. Et en plus, on est le seul pays de l'Union européenne à avoir un consulat, c'est-à-dire avoir une présence diplomatique à Wuhan. Parce que les autres pays européens n'étaient pas présents à Wuhan. Par contre, il y avait les Japonais, il y avait les Coréens. Mais, donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'étais en décembre 19 et j'étais informé tout de suite. Les Chinois, ils ont rien caché. On a su tout de suite qu'il y avait une épidémie. Donc, mais
les Français qui étaient là, le consul et l'ambassade de France en Chine, le savaient aussi. Et d'ailleurs, ils ont essayé de tirer la sonnette d'alarme à Paris. Il n'y a que le Canard enchaîné, soit le Nouvel Obs ou Libération qui l'ont relevé. Donc le consul de France à Wuhan, qui s'appelle Guy Auvarche, a été, alors il vient d'être promu il y a 3 mois ambassadeur de France en Jamaïque. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il a été à Paris en disant, vous savez, c'est grave, il y a une crise, il faut faire quelque chose, il faut me contrôler. En gros, on lui a dit, ferme ta gueule, rentre à Wuhan, ferme ta gueule, et puis si tout se passe bien et que tu dis rien, tu auras une promotion. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé, il a été promu il y a 3 mois. Et il y a les laboratoires, le laboratoire d'où est parti ce virus, un laboratoire P4 a été installé par les Français. C'est un laboratoire qui a été installé par les Français. Il y a des photos avec Madame Touraine, le Premier ministre Cazeneuve, le mari de Madame Buzyn, qui était le président de l'INSERM à l'époque. Donc, enfin, ils étaient tous là. Donc, le Premier ministre, le ministre de la Santé. Donc, ils ont installé le laboratoire P4. Donc, c'est évident. Alors, ils se sont soi-disant retirés du laboratoire P4 parce qu'ils disaient que les Chinois tricher. Moi, la lecture que j'ai, parce que j'ai des amis chinois dans la santé, c'est qu'en fait, le laboratoire P4 a effectivement commencé à faire des choses qui n'étaient pas dans le programme initial, sans doute un peu de tests. Et bon, les Chinois, ils s'intéressent beaucoup au transhumanisme, etc. Et à mon avis, ils ont joué au jeu de Frankenstein. C'est-à-dire, bon, on va laisser le truc arriver. Après tout, s'il y a une petite épidémie, ça va faire remonter les actions des laboratoires. Et d'ailleurs, Buzyn l'a dit, elle l'a dit, au moins on peut lui reconnaître ça, c'est qu'elle a dit à un moment, elle a fait sa confession, enfin elle a sans doute eu du remords, et elle a dit, mais j'avais prévenu le gouvernement et le Premier ministre dès le départ. Or, alors je dois vous redire aussi qu'il y avait 3 vols par semaine, Air France, Paris, Wuhan, Wuhan, Paris, hein, donc c'est évident qu'ils savaient exactement ce qui se passait, parce que en plus, moi j'étais à Wuhan en décembre 19, j'ai des amis de Wuhan, notamment des amis qui étaient venus à Hong Kong et qui devaient rentrer à Wuhan. Et moi, je leur dis surtout ne rentre pas parce qu'ils vont prendre des mesures. Et effectivement, le 22 janvier, ils ont complètement bloqué la ville, les Chinois. Donc, ils n'ont absolument pas essayé de cacher que c'était très grave. Et ils ont dit aux différents pays autour, attention, fermez vos frontières. Ah, les Français, non, on ne ferme rien du tout. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne voulaient pas contrôler? Et moi, à l'époque, je suis rentré. Ils ne voulaient pas contrôler parce que s'ils se mettent à contrôler les frontières, ça veut dire qu'ils peuvent contrôler l'immigration clandestine. Et que ça marche. Donc ils ne veulent surtout pas le faire. Ça, en plus de l'idéologie européenne, ils ne veulent pas contrôler les frontières entre eux. Donc ils nous ont vraiment, et ça, moi je n'hésite pas à le dire, c'est eux qui nous ont saboté la vie. Ils étaient en position d'être les premiers à réagir, parce que la France était le seul à avoir une représentation diplomatique à Wuhan, donc avec plus de 30 fonctionnaires, je les ai comptés sur le site du consulat, vous pouvez regarder, consulat de France à Wuhan, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Alors qu'ils auraient dû, si c'était un gouvernement correct, s'ils avaient réagi comme les Japonais ou les Vietnamiens réagissent, c'est-à-dire qu'ils ont, ou Hong Kong même, a fermé sa frontière le 31 janvier. Non, eux, ils n'ont rien fait. Et ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils auraient dû prévenir les autres pays européens en disant, nous, on a nos informations, là, on est présents, et il faut faire gaffe, les gars, on ferme les frontières et tout. Non. Alors, pourquoi n'ont-ils rien fait? Sans doute par idéologie. Moi, je n'oublie pas quand même que M. Macron a vendu la division alimentaire de Nestlé au laboratoire Pfizer. Donc, ces gens-là, c'est un petit monde qui se connaît. Hein, et que c'est évident que ce sont des cyniques. Moi, j'ai fait partie de ces cercles-là. Les patrons des grandes boîtes et tout, c'est des cyniques. La seule chose qui importe pour eux, à partir du moment où vous gagnez plus de 100 000 euros par mois et que tout est payé, vous devenez fou. C'est-à-dire que la seule chose qui importe pour vous, c'est d'acheter le 3e yacht, le 5e villa. Tout le monde peut crever, ils s'en foutent. Ce qu'il faut, c'est gagner plus de fric. Donc, moi, je pense que c'est une des clés de lecture de cette crise, c'est qu'ils n'ont pas voulu agir parce qu'ils se sont dit, il y a du fric à faire. Et alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'ils auraient dû faire à l'époque, ce qu'ils devraient toujours faire, c'est faire des contrôles aux frontières. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis rentré à Hong Kong au mois d'août-septembre. À Hong Kong, il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas locaux. Il y a 7,5 millions d'habitants. Il y a eu 213 morts depuis janvier 2020. Or, Hong Kong fait partie de la Chine, a une frontière avec la Chine. Donc c'est un peu comme s'il y avait la crise qui démarrait en Allemagne et que nous, on était en France. C'est-à-dire qu'il y a des frontières, on fait tous partie de l'Union européenne. Alors là, c'est la même chose. Hong Kong a une frontière avec la Chine, mais elle fait partie de la Chine. Ah non, ils ont contrôlé les frontières. Et quand vous arrivez à Hong Kong, bon, vous pouvez y aller,
mais il faut être vacciné, testé. Alors à l'époque, j'étais en août-septembre, ce n'était pas nécessaire d'être vacciné, il suffisait d'être testé, mais vous arrivez à l'aéroport, vous avez une armée de médecins et d'infirmières déguisés en cosmonautes, tous là, paf, et puis la police, et ils vous retestent. Ils vous retestent et vous restez pendant 5 heures dans une salle un peu comme ça, avec des tables un peu comme ça, vous avez une petite bouteille d'eau minérale, des sandwichs, et vous devez attendre qu'ils vous sortent les résultats du test. Si vous êtes positif, bah, vous rentrez pas dans le pays. Hein. On vous envoie directement dans un hôpital, et puis voilà. Et un nous, hôpital chinois. un hôpital hongkongais. Oui. Chinois ou hongkongais. Ouais. Hongkongais, c'est un peu plus confortable que chinois. Non, mais je me posais la question s'ils renvoyaient, par exemple, les arrivants chez eux dans leur pays d'origine. Non, en général, quand il y a peu de vols, ils les remettent ils les traitent localement. Donc, ils ont des hôpitaux. Surtout, il y a beaucoup de gens qui viennent, en fait, la plupart des gens d'ailleurs parce que moi j'ai une application hein, sur mon téléphone, pas celui-là mais un autre. Je peux regarder tous les jours le nombre de gens qui ont le Covid à Hong Kong et ils vous donnent le siège, le vol, le numéro de vol et le siège où la personne était assise. Donc c'est très souvent des gens qui arrivent d'Inde, du Moyen-Orient ou des Philippines, enfin des gens qui viennent là pour travailler. Donc, qui ont peu de moyens, donc ils ne peuvent pas repartir, donc ils les traitent localement, mais il y a entre 1 et 5 cas par jour. Hein. C'est-à-dire que comme il y a à la population égale, ça veut dire qu'il y aurait 10 cas par jour en France. Voilà. 10 à 15 cas par jour. Il y a eu 213 morts, c'est-à-dire que si on avait fait comme Hong Kong, on aurait 1500 morts en France, pas 120 000. Parce que, ils font les contrôles aux frontières. Quand vous revenez en France, moi j'étais revenu de Hong Kong, vous arrivez, alors vous avez des petites hôtesses en mini-jupe, bah, c'est super, habillées en Christian Dior, je ne sais pas quoi, mais enfin, très élégantes. Vous arrivez de là, bah, c'est par là, ici, par là, ici, par-ci, par là, par là. Mais aucun contrôle, on vous demande de rien. Et c'est comme ça que le virus, il arrive. La deuxième chose qu'ils font à Hong Kong, c'est qu'ils font des tests gratuits. C'est-à-dire qu'ils font des tests systématiques et gratuit. Vous y croyez dans les tests? Moi, les tests, j'y crois pendant 4-5 jours, 10 jours, oui, mais je crois que surtout, ça force aussi les gens à être disciplinés. Parce que, mais vous croyez que les tests sont fiables? Je pense qu'ils sont en partie fiables. Moi, personnellement, oui, parce qu'il y a des tests qui prouvent que vous êtes positif, donc ils doivent certainement être en partie fiables. Hein. Ceci dit, et vous savez, bon, on tape beaucoup sur les Chinois, et bon, Hong Kong, c'est quand même un pays qui a été anglais et qui est beaucoup plus développé. C'est des gens qui ont quand même une certaine rectitude, une certaine discipline, et puis surtout qui n'ont pas du tout envie que leur économie foute le camp. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de confinement à Hong Kong. Donc ils ont intérêt à faire gaffe, et ils font gaffe. Ce qu'ils nous disent, ce qu'ils racontent, c'est que c'est nous qui ne faisons pas gaffe, c'est nous qui ne gérons pas correctement. Et si on avait des contrôles aux frontières, d'ailleurs, si on avait eu des contrôles aux frontières dès le mois de janvier, moi je suis arrivé dans un avion bourré de Chinois à l'époque. Donc je me disais, bon, il y aura des contrôles à Paris, parce qu'il y avait déjà la crise. Et je suis revenu de nouveau en mars. Il n'y a aucun contrôle. C'était bourré de Chinois, mais aucun contrôle. Alors que les gars arrivaient, c'était sans doute, d'ailleurs les premiers cas, hein, en France, c'était un couple de Chinois qui sont arrivés, je me rappelle, début janvier. S'ils avaient été contrôlés, comme les Chinois nous contrôlent, bah, on n'aurait pas eu ces problèmes. Donc tout ça pour rappeler, et ça je le rappelle, et je vais le rappeler demain en session régionale, n'oublions pas que le gouvernement est responsable, et nous on a demandé, hein, on a fait un vœu à la région demain, on a demandé à ce que la région organise des tests gratuits pour tous les gens non vaccinés, parce que comme les tests ne sont pas gratuits, bah, les gens, ils n'osent pas, surtout les revenus modestes, ils n'osent pas aller se faire tester. Donc on a demandé à ce que les tests soient gratuits pour les revenus modestes, les gens qui payent moins de 1 000 € par an d'impôts. C'est un début, mais la réalité, c'est qu'ils devraient rendre les tests gratuits pour tout le monde. Alors, l'autre chose que je dois vous dire, à Hong Kong et en Chine, il n'y a ni passe sanitaire, ni obligation vaccinale. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'idée en Chine de mettre une obligation vaccinale, mais il y a eu un tel révolte sur les réseaux sociaux chinois, c'est qu'ils ont dit non. Alors, non seulement il n'y a pas d'obligation vaccinale, mais en plus, alors par contre, ils encouragent le vaccin, hein, donc il y a 65-70% de la population qui est vaccinée. Mais en plus, vous pouvez choisir entre un vaccin ARN messager ou un vaccin traditionnel.
C'est-à-dire un vaccin comme le vaccin de la grippe, hein, qui n'est pas un vaccin Mais transgénique. qu'est-ce qui nous prouve qu'il y en a un que c'est un vaccin traditionnel et l'autre c'est un ARN messager? Parce qu'on nous raconte tellement de conneries. Parce que la production, elle est faite, en Chine, elle a été faite sur la base de vaccins traditionnels. En France, comme vous le savez, les efforts pour développer des vaccins traditionnels ont été arrêtés, comme par hasard. Hein. Moi, je ne crois pas d'ailleurs au hasard, je crois que c'est fait exprès. Moi, je crois vraiment qu'il y a une volonté que certains groupes, avant tout Pfizer, gagnent beaucoup d'argent. Hein, et qu'on ne va pas les embêter. C'est pour ça qu'on n'a pas poussé le professeur Raoult, on a essayé d'ailleurs de le descendre avec son hydrochloroquine, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas essayé de pousser les médicaments, et aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, les dernières études que j'ai lues, c'est que le variant se développe particulièrement sur les gens qui sont déjà vaccinés. Et il attaque particulièrement les gens qui sont déjà vaccinés. Donc, tout ça, ça a été très très mal géré. Il n'y a pas de passe sanitaire aussi hein, à Hong Kong. Il n'y a jamais confiné. Hein. Donc, ce qu'ils ont fait, la grosse différence avec nous, c'est qu'ils contrôlent aux frontières. Et nous, comme on ne contrôle rien, et qu'on a un grand espace qui s'appelle l'Europe, les gens, ça tourne, c'est une espèce de whirlpool et ça va continuer. Voilà, donc je pense qu'il faut... alors, je ne vais pas passer trop de temps sur la Chine, uniquement pour vous dire que oui, c'est une puissance menaçante, que ça va être la première économie mondiale en 2030, que ce n'est pas tellement le problème, ce n'est pas une puissance agressive, c'est-à-dire au contraire des États-Unis, ce n'est pas des pays qui envahissent militairement. Ils ne vont pas aller se battre dans le Moyen-Orient, ils ne vont pas aller se battre au Vietnam, ils ne vont pas aller se battre à l'autre bout du monde, les Chinois, non. Par contre, économiquement, là, oui, ils sont très dangereux, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils économisent, parce qu'ils ont des valeurs morales, de discipline, de sens de la famille, etc., que nous, on a perdu, hein, le confucianisme aussi. Donc c'est vraiment une grosse menace. Et eux n'auront pas de scrupules. Hein. Alors, il faut, comment résister à la menace chinoise? Donc, ce qui est important pour chaque problème, c'est de faire le constat, de voir pourquoi c'est passé. C'est-à-dire le Covid, le constat, c'est qu'il y avait une crise réelle, tout le monde a été au courant. La région pour laquelle ça s'est beaucoup développé, c'est parce que le gouvernement a joué les apprentis sorciers, en espérant gagner un peu d'argent, faire un peu de trucs, et puis bon, voilà, et l'idéologie. La solution, c'est de revenir aux mêmes méthodes que les pays asiatiques, qui ont très peu de cas. Le responsable du Front National, du Rassemblement National, pardon, au Japon, m'a envoyé un message il y a 2 jours, en me disant, tu sais, je suis très heureux d'être au Japon, parce que nous, ici, on n'a pas d'obligation vaccinale, ni de passe sanitaire, tout va bien, pas de confinement, est-ce que je vous plains? Je lui ai dit, oui, Emmanuel Marchas, c'est un breton, je lui ai dit, oui, t'as raison, nous, on est vraiment dans la panade. Donc, solution, on les a... La Chine, le constat, c'est qu'effectivement, c'est la première puissance. La raison pour laquelle c'est la première puissance aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont... Leur moteur, c'est l'humiliation. C'est un pays qui est le premier pays, aujourd'hui, population mondiale, 1,5 milliard, et c'est un pays qui a été humilié pendant le 19e siècle et le début du 20e siècle par les Européens, les Américains. Et comme c'est un pays qui a une très vieille civilisation, ils se rebiffent et ils sont effectivement dans une idée de dominer le monde. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas rentrer dans des grands développements sur l'histoire chinoise, parce qu'on est déjà à 40. Action en région, oui, comme le dit Gauthier, moi je fais surtout attention à ce qu'on ne donne pas des subventions à des gros groupes. C'est-à-dire que j'ai vu qu'on donnait de l'argent, 200 000 € à un groupe qui s'appelle Excelia, qui appartient au milliardaire Decaux, d'Entresangles et BBR. BBR, c'est lui qui a créé AXA. J'ai dit, mais 200 000 €, pourquoi est-ce qu'on donne 200 000 € à une société qui appartient à des milliardaires? Ah oui, non, mais d'abord, ils étaient pas au courant. Ah oui, on vérifie. Ah oui, vous avez raison. Oui, enfin, il faut encourager. Mais non, mais c'est débile. Quand on voit les besoins d'argent qu'on a ailleurs, ils ont aussi donné. Il y a pas mal de sociétés auxquelles ils donnent qui est profitable. Voilà. Écoutez, je ne veux pas vous embêter plus longtemps. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut tous qu'on se batte pour la victoire. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que pour ceux qui se battent, la vie a une saveur que ceux qui passent leur temps à se protéger ne connaîtront jamais. Donc il faut se battre, c'est ça ce qui va permettre à la France de s'en sortir. Moi, ça fait 35 ans que je me bats et j'ai toujours la même volonté de gagner et que Marine Le Pen gagne. Alors à la victoire, vive la France et vive Marine Le Pen. Merci. Les propos qui me sont venus avant l'échange, je pense si on peut résumer l'intervention de Raymond, le mot central, c'est le mot de souveraineté, véritablement.
être souverain ou ne pas être souverain, quand on est un État, ce n'est pas du tout la même chose. Et si on n'est pas souverain, on ne peut pas prétendre à être un État puissant. Et j'ai bien peur que la France, par les reculs successifs de souveraineté auxquels elle se laisse aller depuis maintenant à peu près 40 ans, 50 ans peut-être, dans tous les domaines, souveraineté industrielle, souveraineté agricole, souveraineté alimentaire aussi, puisque nous sommes moins autosuffisants qu'on peut croire, et il manque de souveraineté dans des tas d'autres domaines. Souveraineté législative tout simplement parce que, vous le savez sans doute, 80% de nos lois sont peu ou prou une retranscription de directives européennes. Bref, si on se laisse aller, si on glisse dans le toboggan du recul des souverainetés, si on donne les souverainetés à d'autres, marchés, entités supranationales comme peut l'être la Commission européenne, États étrangers comme les puissances étrangères, grandes puissances étrangères comme le sont depuis des décennies les États-Unis, comme le seront demain la Chine, eh bien si on fait ça, on ne peut pas dans le même temps revendiquer la puissance. Et donc la persistance dans son être. Et la France ne pourra pas à la fois déléguer sa souveraineté continuellement, abandonner ses souverainetés, prétendre même que le principe de souveraineté, le principe d'indépendance n'est plus quelque chose d'important, et puis demain revendiquer être une grande puissance, une grande nation. Ce sera encore une fois l'un ou l'autre. Ça, ce qui est terrible, c'est qu'on ne contrôle plus notre destinée. Or, vous avez des petits pays comme Singapour ou la Corée qui contrôlent leur destinée parce qu'ils ne dépendent pas de l'Union européenne, ils dépendent d'eux-mêmes. Donc c'est possible. Et la Chine et le Japon, c'est ce qu'ils font. C'est des États souverains avant tout. Vous ne pouvez pas. Moi j'étais immigré donc en Chine, mais vous ne pouvez pas rester si vous n'avez pas de boulot. Hein. C'est dehors tout de suite ou en prison. L'immigration, en se surajoutant à ça, n'aide pas, bien au contraire, à ce que nous demeurions souverains. Parce que si on a une économie complètement dépendante du marché, de puissance étrangère, et en plus, à côté de ça, une immigration de plus en plus massive, qui crée ce qu'on appelle du dumping social, c'est-à-dire qui baisse nos salaires, qui contribue à ce que nos salaires, qu'il y ait une sorte de gel de nos salaires. Ce n'est pas de nature, bien au contraire, à nous rendre souverains, c'est plutôt de nature à nous rendre dépendants des autres. Voilà. Quelques rappels avant de conclure sur une dizaine de mesures qui sont actuellement dans le pré-projet présidentiel de Marine Le Pen. Le projet n'est pas encore connu, mais il y a un certain nombre de mesures sur les questions industrielles qui ont été dévoilées. Ce sont souvent des mesures, sauf exception, qui sont en fait celles que nous avons depuis des années. Mais nous les rappelons. Diminuer par exemple massivement les impôts de production pour les TPE-PME, accorder une priorité d'accès au marché public à ceux qui produisent en France, et ceci nous en sommes incapables de par notre de par le carcan européen notamment, lutter contre la concurrence étrangère déloyale. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure de Indian Steel sur le fait qu'il y ait une entreprise indienne que nous aidons à s'implanter en France quand un certain nombre de pays étrangers, notamment l'Inde, eh bien, mettent des barrières pour que nos entreprises ne puissent pas s'y implanter sans condition. Bon, c'est un exemple de concurrence déloyale, de priorité étrangère. Garantir un étiquetage clair en faveur du produit en France, ce qu'on appelle le Made in France, suspendre le travail détaché, ce qui naturellement nous concernerait au premier chef à Saint-Nazaire, puisque nous avons au chantier naval notamment une concurrence de travailleurs détachés des pays d'Europe centrale et orientale. Soutenir financièrement l'innovation, la recherche et développement. Là, c'est une nouvelle mesure pour le coup. Dispenser les moins de 30 ans de tout impôt sur les sociétés et sur le revenu. Ça, c'est une des nouvelles mesures qu'a mise en avant Marine Le Pen depuis à peu près un mois et demi, qui figureront dans le projet présidentiel. C'était très critiqué, ça, chez nos adversaires. La plupart des mesures qu'on a avancées ont été critiquées. Non, mais surtout ça. Est-ce que c'est à droit d'avoir dit ça ou pas? Parce que, en fait, les adversaires ont pris l'exemple. Vous prenez un footballeur de moins de 30 ans qui gagne. Ah oui. Et alors, ils ont dit qu'ils allaient effectivement mettre des conditions quand même. Disons que les autres,
disons que les autres en face, notamment à gauche, sont plutôt sur l'idée, qui n'est pas notre idée, du revenu de base, du revenu universel, une forme d'assistanat qui fait qu'on n'a plus vraiment intérêt de travailler, puisqu'on gagnerait presque autant en étant Mais c'est une selon bonne cette idée au idée. départ, mais au il y départ a d'État. différents cas quand même. Oui, oui, oui. C'est- Mais c'est- ce ça a sera été soumis à la intercepté. Je crois conditionnalité. qu'effectivement, moi j'ai vu Bardella qui effectivement avait compris ça et ils vont mettre des conditions. Et l'idée générale, c'est d'essayer de libérer les petites entreprises et les jeunes et de contrôler plus les grosses entreprises. C'est ça, l'idée générale. Bref, pour revenir au sujet industriel, un des mots d'ordre centraux, c'est donc celui de souveraineté. Et Raymond a évoqué l'exemple de la Chine, en rappelant que la Chine est officiellement, en tout cas, un État communiste, même si sans de plus en plus les traits finalement d'une puissance capitaliste. Et nationaliste. Et oui, il y a un fort sentiment national, voire nationaliste en Chine, c'est-à-dire qu'un Chinois, le Chinois moyen, majoritaire, c'est-à-dire le Chinois Han, l'ethnie majoritaire, Même suprémaciste. Oui. Ils se considèrent comme se considèrent, oui, ils ont une haute idée d'eux-mêmes, ils n'ont pas une idée dépréciée d'eux-mêmes, ils ne sont pas dans la repentance vis-à-vis d'eux-mêmes, comme nous autres Français et Occidentaux en général, le sommes de plus en plus, ce qui naturellement n'est pas de nature à nous renforcer. Les Chinois ne sont pas du tout dans cette philosophie-là, et ils mettent en place un certain nombre de protections. Il est très difficile pour une entreprise occidentale, même américaine, dans un certain nombre de secteurs, de s'implanter en Chine, parce qu'il y a des protections qu'inversement, nous autres, nous ne mettons plus, parce que les Chinois, vous le savez peut-être, achètent des terres agricoles en France, les Chinois rachètent des forêts, c'est un peu la continuation de ce qu'il y avait dans les années 2000-2010, où on leur transférait des technologies, pour qu'ils construisent des bateaux sur leur chantier naval, on leur transfère des technologies pour qu'ils construisent leur propre TGV, par exemple. Et la continuation de ça, c'est que maintenant, ça n'est plus le transfert de technologie, c'est quasiment le transfert de richesse. Ils rachètent des terres. Qu'est-ce qu'ils font en France? Ils le font à bien plus grande échelle en Afrique, un certain nombre de pays, Madagascar, l'Algérie, qui ont sans doute des gouvernements assez peu soucieux de l'intérêt général, préfèrent donner beaucoup d'argent aux Chinois, quitte à perdre leur propre richesse. Alors nous ne sommes pas dans cette situation-là, mais nous ne voudrions pas que demain, parce que notre pays aurait besoin d'argent, eh bien, on soit réduit à brader toutes nos richesses à la Chine ou à des puissances étrangères. Donc la Chine se protège, même si Raymond n'a pas cité cet exemple. Les États-Unis aussi se protègent. oui, beaucoup, oui. Ils se sont protégés avec Trump. Ils se protègent encore avec Biden. Biden n'a pas vraiment dédié Trump. En fait, il a plus été dans une Les continuité. Américains sont les Américains. Hein. Les Américains sont les Américains. Ils protègent leurs intérêts nationaux, même si officiellement, naturellement, Biden, c'était la rupture nette et franche avec Trump. Et il y a l'imposition mondiale. Ces deux pays-là ont l'imposition mondiale des gros patrimoines. C'est-à-dire que si vous êtes chinois, c'est ce qui s'est passé avec le PDG d'Alibaba. Il a cru essayer de gagner un peu trop d'argent sans en répondre au gouvernement. On l'a mis en cabane pendant 3 mois pour le refroidir ce budget. Ces deux pays-là protègent leur marché intérieur, ont des stratégies impériales différentes, mais véritablement, ils sont en capacité de se protéger. Nous aussi, nous sommes en capacité de nous protéger à condition que nous fassions un certain nombre de choix, encore une fois, en termes de protectionnisme industriel, en termes de protectionnisme agricole. Nous étions avec Raymond dans une formation d'élus il y a de ça 2 semaines, et nous avons appris, en tout cas moi je l'ai appris, je ne le savais pas, que par exemple la France, qui était pendant jusque dans les années 80, je pense, 2e puissance agricole mondiale derrière les États-Unis, maintenant est à peu près au 6e rang, derrière des pays comme le Brésil, Les Pays-Bas. et plus étonnant, les Pays-Bas. Le Brésil, à la rigueur, on pourrait comprendre que c'est un très très grand pays, de 100 millions d'habitants, mais les Pays-Bas, qui est un petit pays, qui soit maintenant à égalité en termes d'exportation agricole, c'est quelque chose d'étonnant, qui en dit beaucoup sur ce grand déclassement qui affecte notre pays dans un grand nombre de domaines, en termes de production industrielle, en termes de production agricole, et globalement tous les domaines qui concernent, encore une fois, notre recul de souveraineté.